clap. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur La Taloche, hashtag la chaîne qui claque sur les réseaux sociaux, la chaîne qui met des gros coups dans l'actualité que vous aimez ou n'aimez pas. Aujourd'hui, on va parler des shows hebdomadaires de la Sainte Trinité, comme j'aime l'appeler, du catch hebdomadaire actuel dans cette période de coronavirus. C'est Impact Wrestling, AEW Dynamite et bien sûr WWE NXT. Comme la semaine dernière, et comme depuis le début de la chaîne pratiquement, je ne vais pas parler de WWE Raw ou de WWE SmackDown, tout simplement parce que on s'en fout. C'est pas du catch que j'ai envie de voir, donc je ne regarde pas ça. Et on va aussi parler un petit peu d'actualité, des choses que j'ai retenues cette semaine pour vous parler de catch, et ce qui est en rapport avec le catch. Et on finira le programme de cette vidéo avec l'avenir de cette chaîne, l'avenir de La Taloche, la chaîne qui claque. On commence avec Impact Wrestling du 5 mai 2020, l'épisode toujours enregistré à huis clos dans une petite arène. Les shows qui suivent, ceux de Rebellion qui avaient eu lieu en 2 nuits, du coup on va parler de ce qui s'est passé du côté de Rebellion, on va parler des répercussions de Rebellion, et le show commence tout simplement avec Sami Callihan qui, je le rappelle, a perdu contre Ken Shamrock la semaine dernière dans cette finale, dans cette fin de show, où il a tout simplement pass out. Voilà, il s'est évanoui, comme on dit en français plutôt, après que Ovi soit venu intervenir, sont intervenus. Je ne sais même plus parler en français déjà dans le début de la vidéo, c'est génial ça. Voilà, ils sont intervenus pour un petit peu aider Sami Callihan, et lui-même s'est retourné contre eux, les a attaqués, avant de succomber au Ankle Lock de Ken Shamrock. Tout simplement tomber dans les pommes. Donc du coup, le début du show d'Impact résume un petit peu ce qui s'est passé ça, et Sami Callihan parle de cette situation. Il est très vite interrompu par Ken Shamrock, celui qui l'a fait tomber dans les pommes la semaine dernière, qui le félicite. Voilà, il le félicite en disant que même si voilà, il l'a battu, et il s'est très bien débrouillé. Sami Callihan s'est très bien débrouillé. Sami Callihan n'a pas abandonné, il a préféré tomber dans les pommes plutôt qu'abandonner. Il s'est même pas servi de l'aide de ses amis, alors qu'il aurait pu tout simplement se servir de cette aide-là, et que contrairement à d'autres, comme des grands catcheurs comme le Big Show ou même The Rock, il n'a pas abandonné, et ça c'est bravo à lui. Voilà, bravo à lui. Il a envie de lui serrer la main. On est interrompu par Michael Elgin qui a un petit peu les boules de se faire avoir comme ça. Il devait avoir un match, je le rappelle, la semaine dernière contre Tessa Blanchard et Eddie Edwards. Malheureusement, les deux n'ont pas pu être présents, donc du coup il s'est retrouvé dans un autre programme avec Moose et Hernandez. Michael Elgin qui vient pour un petit peu dire, voilà, un petit peu gâcher la fête, comme il aime bien le faire. Voilà, quand Michael Elgin il est là, on n'a pas envie de rigoler, et c'est tout à fait ce qui s'est passé durant ce segment. Il est venu pour un petit peu confronter les deux en disant que c'est lui le vrai champion d'Impact. Voilà, tout le monde se désigne un petit peu vrai champion dans cette promotion. Et du coup, voilà, ils commencent un petit peu à échanger tous ensemble. Très rapidement, Michael Elgin s'en prend à Sami Callihan, et Ken Shamrock vient le sauver. Voilà, un petit peu sauver la situation. Et Michael Elgin arrive à prendre la fuite assez rapidement. Et à la fin de ce segment, tout simplement, Ken Shamrock veut serrer la main de Sami Callihan, qui lui refuse et se sert de son téléphone, parce qu'il est hacker, je le rappelle. Rappelez-vous bien de mes mots, Sami Callihan est un hacker. Et du coup, il appuie sur son téléphone, et l'écran voilà, disparaît. Il disparaît des images, ça devient noir et il disparaît. Voilà, premier segment qui était assez intéressant, j'ai trouvé, qui du coup parle des répercussions de ce qui s'est passé la semaine dernière. Et j'ai trouvé ça très intelligent. Je vous avoue que c'est vraiment pas le genre de programme que j'ai envie de voir. Tout simplement parce que Ken Shamrock, j'aime pas du tout ce catcheur. Je trouve pas que ce soit un bon catcheur, je trouve pas que ce soit un bon performeur. Donc malheureusement, je n'arrive pas à m'impliquer derrière lui. Je trouve ça quand même cool, hein, ce qu'ils ont fait avec lui, c'est sympathique. Ça renforce comme quelqu'un d'assez Hall of Fame. Voilà, c'est un Hall of Famer, je le rappelle. C'est quelqu'un qui a du prestige derrière lui, même si je trouve que depuis son retour, c'est vraiment pas quelque chose qui a été plus accentué que ça, que depuis ça avait été avec Sami Callihan. L'intervention de Michael Elgin, ça le renforce encore plus comme un heel important de la compagnie. Ça, c'est très intelligent de la part d'Impact. Et du coup, voilà, malheureusement, Sami Callihan tombe un peu comme quelqu'un qu'on a besoin de protéger. Je trouve ça très dommage. J'arrive pas trop à savoir ce qu'ils veulent faire avec Sami Callihan. Ça m'intrigue beaucoup. Et on va voir ça d'ailleurs durant les prochains segments et les prochains matchs qu'il va y avoir durant ce show. On a Chris Bay en coulisses qui parle de son match qu'il va avoir contre Willie Mack pour l'Athletics Division. Pour rappeler, il a gagné la semaine dernière un match contre les lutteurs de la X Division.
Et du coup, il a le droit à un match pour le titre X-Division de Willie Mack ce soir. Et du coup, on va l'avoir ce soir. Premier match du show, c'est XXL, triple XL, comme on les appelle. C'est AC Romero et Larry D qui font équipe, la nouvelle équipe depuis quelques semaines désormais, qui affrontent OVE, Jay Christ et Mad Fulton. C'était pas Dave Christ, mais il les accompagnait quand même. Et du coup, l'équipe XXL, triple XL, a réussi à remporter la victoire après un peu plus de 10 minutes de match, avec un coup de poing de Larry D qui met totalement KO Jay Christ et puis qui peut faire le tomber directement derrière. Voilà, comme je l'ai dit, et comme je l'ai déjà dit durant ces dernières semaines, le traitement d'OVE me fait légèrement mal, parce que j'adore ce groupe, je trouve qu'il est vraiment très bien construit et très dans une cohérence en tout cas. Et l'équipe triple XL, malheureusement, comme je l'ai dit la semaine dernière ou il y a 2 semaines maintenant, quand on les a vus hier pour la première fois, je n'apprécie pas ce qu'ils présentent. Je trouve vraiment que c'est une équipe qui n'a pas de cohérence à part le fait qu'ils soient gros. Voilà, et pour moi, le fait que 2 catcheurs soient gros ne constitue pas une équipe. Voilà, apparemment pour Impact Team, mais pas pour moi. On a eu un show, le Locker Room Talk Show, qui sont du coup dans les vestiaires. C'est le Locker Room présenté par Madison Rayne qui invite Johnny Swinger et Havok. Très rapidement, je passe sur ce segment. La chose importante qui est à retenir de ce segment, c'est Madison Rayne qui parle de Havok et qui parle également de Nivea, je sais pas si ça se prononce comme ça, qui est la catcheuse qui est apparue la semaine dernière durant le match entre Havok et Rosemary, qui est même pas intervenue, elle est juste apparue devant l'écran. Et du coup, Madison Rayne parle un petit peu d'elle, qui est cette femme, qu'est-ce qu'elle veut, tout ça. Et Havok répond juste qu'elle ne sait pas pourquoi elle était là. Et on a une autre surprise ce soir, c'est Kimberly qui apparaît et qui dit qu'elle a envie d'avoir une bonne position du côté de la division Knockout, la division féminine de Impact. Kimberly, pour ceux qui ne se rappellent pas d'elle et pour ceux qui ne la connaissent pas, elle était déjà apparue du côté d'NXT. Elle avait d'ailleurs même signé un contrat avec la WWE. Qui s'est arrêté assez rapidement parce qu'elle n'a pas eu grande opportunité, mais elle a fait des choses assez sympathiques du côté de WNXT, donc je vous invite à aller voir. C'était une catcheuse que moi j'appréciais beaucoup et que j'avais vraiment envie de voir un petit peu plus. Malheureusement, elle a été virée assez rapidement dans sa progression, donc on n'a pas eu le temps de voir grand chose pour elle. Donc voilà, du coup on a une nouvelle catcheuse du coup dans la division féminine d'Impact. Et pas des moindres, parce que Kimberly est une très bonne catcheuse. On a du coup Nivea qui va sans doute apparaître durant les prochains shows. Et info que je ne savais pas et que Wingrid m'a partagé sur Twitter, Nivea a été championne du côté de la Chimère Pro Wrestling avec Madison Rayne. Voilà, elle était championne par équipe avec elle, donc voilà, c'est une information assez sympathique, je ne la connais pas du tout. Donc on va apprendre à la connaître durant ces prochaines semaines. On a eu un match entre Suicide et Johnny Swinger, victoire rapide de Suicide avec un Swanton Bomb, Johnny Swinger qui joue le jobber comme d'habitude, RS, totalement RS. On a aussi eu après Ace Austin qui va s'immiscer dans le match pour le titre X-Division, donc on va du coup avoir un match à 3 avec Ace Austin, Chris Bay et également Willie Mack pour le titre X-Division en fin de show. Et ça, c'est toujours très cool d'avoir Ace Austin dans n'importe quel programme, parce que Ace Austin est incroyable. On a eu également Josh Matthews, le commentateur intervieweur, et également Marie de Madison Rayne, accessoirement, qui interviewe Moose pour lui poser des questions autour de ce titre TNA avec lequel il se promène maintenant, qui se désigne vrai champion de la TNA. Donc du coup, là, on a des questions et Moose fait un très très bon travail de heel en disant tout simplement que voilà, lui il est le vrai champion de la TNA, on s'en fiche de savoir comment il a eu cette ceinture, il a battu des anciens TNA pour devenir champion TNA, il est le meilleur, il est le vrai champion, il a rien besoin de prouver, mais il va quand même faire partie du tournoi qui va déterminer le prochain challenger numéro 1 au titre d'Impact de Tessa Blanchard. Donc du coup on a ce magnifique tableau sur lequel je vais m'attarder très très rapidement et que je vais vous décrire, parce que vous ne l'avez pas sous les yeux, ou alors vous pouvez le chercher très rapidement sur Google, vous êtes des grands garçons ou des grandes filles. On a du coup 2 blocs, enfin en tout cas, 2 blocs avec... non, c'est même pas des blocs, qu'est-ce que je bête, c'est un tournoi tout à fait classique, il n'y a pas de blocs. On a dans les quarts de finale, tout simplement, on a 4 quarts de finale. Dans le premier quart de finale, c'est Moose qui va affronter Trey, le membre des Rascals.
voilà pour déterminer celui qui va passer en demi-finale. Dans l'autre quart de finale, on a Sami Callihan qui va affronter Michael Elgin, ça c'est un gros quart de finale qui va avoir lieu. On a également Ken Shamrock qui va affronter Rhino. Qu'est-ce que fiche Rhino ici, on ne sait pas pourquoi. Et le dernier quart de finale du coup c'est Matt Bad Fulton qui va affronter Hernandez. Voilà, qu'est-ce que je regarde, très très bizarre. Bon du coup le vainqueur entre Moose et Trey va affronter le vainqueur entre Sami Callihan et Michael Elgin, et le vainqueur entre Ken Shamrock et Rhino va affronter le vainqueur entre Matt Bad Fulton et Hernandez. Voilà, et du coup après le vainqueur, les deux vont s'affronter. Voilà, vous connaissez tout ça. Et du coup on va avoir le nouveau challenger numéro 1 pour le titre d'Impact de Tessa Blanchard. On a le match suivant qui est un match en revanche de la semaine dernière de Rebellion, qui est toujours pas très passionnant. C'est Joey Ryan qui désormais se fait appeler Joseph P. Ryan. Voilà, la semaine dernière c'était Joseph Ryan, maintenant c'est Joseph P. Ryan. Peut-être qu'il va rajouter encore plus de trucs la prochaine fois, on sait pas. Qui bat du coup Cousin Jake. Voilà, il bat Cousin Jake avec voilà, il tire le slip-bar. Comme on apprécie bien, il tire le slip-bar et il fait le compte de 1, 2, 3 pour remporter la victoire. Bravo à lui. RAS. On a eu un segment match, on pourrait dire, autour des champions par équipe The North qui sont toujours bloqués au Canada, je le rappelle, ils sont confinés. Et du coup ils sont improvisés un match dans je ne sais pas dans quelle structure ils ont pu faire ça, mais du coup ils ont monté un ring et ils ont affronté deux mecs qui sont totalement frêles et les ont battus très rapidement. C'était bien monté de façon à faire un petit peu de comédie dans ce truc là, mais ça a très très bien marché. En tout cas sur moi ça a très bien fonctionné et j'apprécie toujours très très bien The North et j'ai hâte de les revoir dans un vrai show d'Impact pour avoir vraiment un programme autour de ces titres par équipe. Et voilà, j'ai trouvé ça très très cool, ce petit segment un petit peu improvisé j'imagine, où on a juste un ring avec des rideaux noirs tout autour et les deux mecs qui arrivent et qui se font totalement détruire par The North. C'était très sympathique, ça a duré pas très longtemps, et ça a duré suffisamment peu de temps pour que je ne me lasse pas de ce qui s'est passé. On a Rosemary qui est comme d'habitude, durant ces dernières semaines, est dans un bar, et du coup elle ne sait plus de quoi l'avenir pour elle sera fait. Voilà, qu'est-ce qui se passe avec Rosemary? Du coup elle a gagné à Rebellion et on n'a pas de programme pour elle. Voilà, on sait pas trop ce qui se passe. Et du coup, le main event de ce show, c'était le titre Impact X Division qui était remis en jeu, je le rappelle. Willie Mack qui affrontait du coup et qui défendait sa ceinture contre Chris Bay, et Ace Austin qui s'est du coup immiscé dans ce match au milieu de ce show. Un très très bon main event de pratiquement 20 minutes qui a vu Willie Mack remporter la victoire et du coup conserver sa nouvelle ceinture X Division qu'il a désormais depuis 2 semaines. Voilà, c'était un très très bon match, j'ai beaucoup apprécié. Le finish s'est fait sur Ace Austin, étonnamment. J'aurais pensé que ça aurait été Chris Bay qui serait pris le Frog Splash de Willie Mack, mais ça a été Ace Austin. Est-ce que c'est du coup pour l'écarter autour de ce programme pour le titre X Division? Est-ce que Ace Austin va partir sur autre chose un petit peu plus haut? Je l'espère. Moi j'adore Ace Austin, j'ai pas besoin de toujours l'encenser pour que vous compreniez que j'adore ce catcheur. Mais en tout cas, pour lui ça a l'air d'être un nouveau point de départ, on va dire. Et Willie Mack qui fait un très très bon match et qui confirme encore une fois que c'est un très très bon catcheur que malheureusement NXT n'aura pas su utiliser, parce qu'ils l'ont tout simplement renvoyé au bout d'une semaine après l'avoir engagé. Bravo à la WWE. On passe au show suivant, le show que vous aimez tous et qui était très très bon cette semaine, à juste titre, c'est AEW Dynamite du 6 mai, le premier show de cette guerre du mercredi soir, comme on aime l'appeler désormais. Le show qui était toujours commenté par Jim Ross, Excalibur et Tony Schiavone. Et cette fois-ci, on n'était pas dans cette salle dont on ne sait pas où est-ce qu'on est. On était de retour en Floride, on était de retour dans l'arène un peu chez la AEW. Donc du coup, c'était le bout de l'arène du stade. Ouh là là, attendez, faut que je me remette les idées en place. L'arène du stade de Jacksonville, de l'équipe de Jacksonville de football américain. Voilà. Je sais pas si je l'ai dit dans le bon ordre, mais en tout cas je l'ai dit, vous avez compris. Voilà, pour rappeler un petit peu les faits, Tony Khan, qui est le grand patron de la W, qui met l'argent sur la table,
et ben c'est aussi le propriétaire de l'équipe de football américain de Jacksonville en Floride, cette bonne équipe de football américain qui ne gagne pas grand chose, et du coup forcément AEW, vu qu'ils sont on peut dire un petit peu affiliés à l'équipe de Jacksonville, et ben ils partagent un petit peu le même stade, donc du coup le bout de cette arène de stade est partagé avec AEW, c'est un petit peu leur stade à eux quoi. Le stade d'AEW c'est ici, et du coup on est de retour ici. Ça fait déjà un moment qu'on n'était plus là, hein. Il me semble que c'était au tout début des enregistrements sans public qu'on avait commencé ici, et depuis on n'est plus revenu, et là du coup on revient dans une grande arène. D'ailleurs on a eu un petit peu de foule dans cette arène, c'était les membres du staff et les catcheurs qui étaient présents. Toujours pas de public désormais du côté de la Floride, même si apparemment dans les petits papiers on a eu des news comme quoi on pourrait avoir du public de retour dans les arènes de catch, mais avec un nombre limité de places et toujours avec la distanciation sociale. Et ça, ce serait très bizarre d'avoir une distanciation sociale dans la foule avec du public. Ce serait très étrange, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas ce soir. L'opener, c'était Cody qui a affronté Joey Janela, un match d'un peu plus de 10 minutes qui a vu Cody l'emporter avec son Crossroads. Il a placé d'ailleurs un magnifique Cody Cutter, apparemment ça s'appelle comme ça, donc quand il monte sur la troisième corde et qu'il saute pour faire un cutter, une sorte de RKO, directement en tombant sur Joey Janela, et il n'a pas réussi à remporter la victoire avec ça, et du coup il a enchaîné avec son Crossroads. C'était un match assez sympathique. Je vous avoue que je commençais à avoir beaucoup plus de mal avec Joey Janela du côté de la AEW. Je trouve que ce catcheur là il fonctionne très bien quand il est à la Game Changer Wrestling par exemple, ou en indépendant, mais à la AEW j'y arrive pas, j'y arrive pas. Ils avaient essayé de le mettre un petit peu en avant avec la rivalité entre Kenny Omega et Jon Moxley, où il avait fait un match contre les deux en mode extrême, et qui, j'ai trouvé que c'était un très bon match, mais depuis il n'y a plus rien, et je trouve malheureusement qu'il fait un petit peu tâche dans ce roster. Je trouve qu'il fait un peu genre jobber, mais avec une certaine sympathie, mais j'arrive pas à croire derrière lui, à croire qu'il peut faire quelque chose de plus que perdre. Voilà. Donc du coup victoire de Cody, très logique, qui continue, on va dire, cette rivalité avec Lance Archer, rivalité interposée désormais jusqu'à Double or Nothing, là où va avoir lieu le match pour le titre TNT. Cody qui confirme qu'il peut remporter des victoires contre des jobbers. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais bravo à lui. On a le retour de Nyla Rose contre une jobbeuse qui est Kenzie Page. C'était un match très rapide de même pas 2 minutes, remporté par Nyla Rose, qui du coup fait son retour en battant des jobbeuses. Je rappelle que Nyla Rose est la championne féminine de la W, si vous l'aviez oublié. On a également MJF qui était présent. Il était là, mais il n'a pas catché. Il était là. Il dit, comme d'habitude, qu'il est le gros nom, le futur gros nom de la W. Il est le futur. Il a 24 ans, il est trop fort. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Et voilà, enfin, les promos habituels de MJF en tant que heel. Je vais pas vous rappeler ce qu'il a dit mot par mot, mais c'était une très bonne promo de heel, comme il a l'habitude de le faire. Il le fait très très bien. Et du coup, c'était très sympathique. On a eu aussi Shawn Spears qui est apparu pour un petit peu blâmer Cody du fait que son frère la semaine dernière, c'était la semaine dernière, que Dustin Rhodes affrontait Lance Archer, je le rappelle, pour la demi-finale du tournoi TNT, et que du coup Cody n'a pas aidé son frère et ne l'a pas fait abandonner alors que Dustin Rhodes était tout simplement en sang durant cet affrontement. Du coup voilà, Shawn Spears qui a vraiment une dent contre Cody. Malheureusement pour toi mon pote, t'as perdu il y a 4 mois, et du coup depuis tu fais rien du tout. Donc maintenant il faudra que tu mettes ton écho de côté et que tu trouves ton fameux partenaire en équipe là pour faire une équipe. Voilà, c'est quelque chose que tu nous as promis il y a déjà un petit moment. Il faudra peut-être que tu commences par t'y mettre. Voilà. On a eu Jon Moxley qui a affronté Frankie Kazarian. Frankie Kazarian, le membre du SCU, catcheur d'expérience, avec un match d'1 quart d'heure à peu près. Voilà, c'est pas un match que j'ai trouvé fantastique, j'ai trouvé ça assez sympathique. Ils ont réussi à sortir quelque chose d'assez sympathique autour des deux catcheurs. Frankie Kazarian, c'est clairement pas un catcheur non plus fantastique en solo, hein. Il a été très bon à l'époque de la TNA en tant que champion X-Division, mais jamais plus. Et Jon Moxley, comme je l'ai dit la semaine dernière, non c'était pas la semaine dernière, c'était il y a 3 semaines maintenant. J'ai du mal avec son catch, tout simplement parce que je trouve pas que ça soit un bon technicien, et il faut qu'en face ça soit un catcheur qui fasse la différence
vraiment beaucoup, et Frankie Kazarian n'est pas l'un de ces catcheurs. Donc voilà, ils ont réussi à compenser en allant à l'extérieur, en se tapant un petit peu de façon assez, je vais pas dire extrême, mais disons en dehors des règles. Et je trouvais que ça passait plutôt bien, donc bien adapté cette confrontation entre les deux, bien sûr. La victoire de Jon Moxley très logique, on va dire, il n'y a pas de surprise. Chose que j'apprécie avec le titre AEW, c'est tout simplement ces challengers qui sortent un petit peu nulle part. On l'avait déjà eu avec Chris Jericho à l'époque où il était champion, il avait fait face à Jungle Boy et également à Scorpio Sky. Là du coup c'est Jon Moxley qui maintenant fait face à Frankie Kazarian. Je trouve ça super cool, le fait que des catcheurs qui ne soient pas forcément mis en avant en solo peuvent avoir des chances d'être mis en avant dans des matchs assez compétitifs et qui durent plus de 10 minutes. Ça c'est cool, et voilà, Frankie Kazarian, certes ce sera jamais un champion du monde, mais c'est quand même cool de se dire que des mecs comme lui peuvent avoir une chance de faire une bonne prestation et avoir du temps d'antenne, et ça c'est très cool. C'est le genre de choses qu'on n'a pas forcément chez la concurrence, on pourrait dire. Voilà. Juste après le match, on a les membres du Dark Order, les sbires, les larbins, qui arrivent et qui attaquent les deux catcheurs. Il y a d'ailleurs même Christopher Daniels et Scorpio Sky qui essayent d'aider, mais eux aussi se font très vite envoyer au sol. Et on a Monsieur Brody Lee, le leader du Dark Order, qui arrive, qui attaque directement Moxley avec une magnifique clothesline, et qui prend ensuite le micro. Il fait une bonne promo et il dit ensuite qu'il a envie de challenger Jon Moxley pour le titre AEW. Donc voilà, et plus tard dans la soirée on aura d'ailleurs Jon Moxley qui va accepter ce challenge. Donc du coup pour Double or Nothing, le prochain pay-per-view, on va avoir Brody Lee qui va affronter Jon Moxley pour le titre AEW. Et alors là, certes c'est une belle affiche, mais alors la construction, elle est vraiment à revoir. La construction, c'est vraiment très étrange. On a Brody Lee qui est arrivé il y a un mois, qui depuis a fait affronter que des jobbers. Voilà, il a affronté que des mecs qui sont clairement là pour se faire détruire. Et maintenant il attaque Jon Moxley et du coup il a le droit à un match de championnat. C'est très étrange, hein. Je sais pas quoi en penser. Malgré tout, je commence à de plus en plus apprécier le personnage de Brody Lee du côté de AEW. Son côté un petit peu, je vais pas dire parodie de Vince McMahon, mais fortement influencé par ce dernier. Mais voilà, je trouve le personnage assez intéressant en tant que leader qui met un petit peu des gens en avant. Le fait qu'ils aient pris un nouveau catcheur dans leur groupe, qui est le numéro 10, qui est un ancien joueur de football américain. Je trouve ça aussi très cool, ça fait forcément référence à Mr. McMahon qui adore les mecs qui viennent du football américain pour faire des catcheurs. Mais là pour le coup je trouve ça très cool. Et même si la fiche me plaît énormément, j'ai vraiment du mal à me dire ok, donc il faut juste ça pour devenir challenger numéro 1 pour le titre champion du monde AEW. Ça me fait un petit peu mal. Parce que voilà, les promesses qu'on a eues depuis le début de l'AEW, avec ce fameux voilà, victoire-défaite qui sont très importantes du côté de AEW. Si tu deviens premier du classement en battant que des jobbers, qu'est-ce que valent les victoires et les défaites? Clairement pour moi pas du tout. Pour moi c'est vraiment un prétexte qu'ils ont eu pour essayer de créer une certaine profondeur dans ce qu'ils essaient de raconter. Mais c'est pas le cas, voilà. On se rend compte très rapidement que les victoires et défaites, c'est nul en fait, ça ne raconte rien. Je dis pas que les victoires et les défaites ne servent à rien, je dis juste qu'un classement pour déterminer les meilleurs chaque semaine en victoire et en défaite, pour moi c'est clairement inutile. Voilà, il faut construire les mecs forts, et ils n'ont pas besoin non plus de battre des mecs importants toutes les semaines, ou d'avoir des grosses victoires toutes les semaines pour devenir challenger numéro 1. Et d'ailleurs, ce programme entre Brody Lee et Jon Moxley le prouve très bien. On a eu Brandi Rhodes qui a lancé un message à Jake the Snake Roberts, en disant que voilà, il est out of touch, comme on dit en français. Il est plus sur voilà, il est plus dans le move. Je sais pas trop quoi. Voilà, il est plus dans le viseur. Je sais pas du tout comment on dit, bref. Voilà, qu'on est plus en 1991. Il est plus dans la vibes. Bien sûr, je parle avec Megan qui est ici présente. Je parle pas tout seul, je sais pas si vous l'entendez. Voilà, là vous l'avez peut-être entendu, mais voilà. Du coup, elle dit que voilà, on est plus en 1991. Et elle a tout à fait raison, parce qu'on est 30 ans plus tard presque. Donc bravo à elle de savoir son âge à peu près.
Et du coup, ce soir, on va voir ce qu'on va voir, parce que son pote, Quitty Marshall, qui est un jobber, et ben, il va affronter Lance Archer, et il va se faire détruire. C'est ce qui s'est passé. Lance Archer, toujours accompagné de Jake Roberts, a détruit, tout simplement a détruit Quitty Marshall, et qui était accompagné de Brandi Rhodes. Voilà, que dire de Quitty Marshall? Pour moi, c'est vraiment pas du tout quelqu'un qui devrait être là. Je sais pas comment dire ça de plus. C'est un mec qui ne dégage rien, enfin en tout cas pour moi. Je rappelle que ouais, c'est toujours que mon avis ici. Mais Quitty Marshall, c'est pour moi un mec qui dégage absolument rien, qui est même pas bon sur un ring et qui est vraiment pas charismatique. Donc je comprends tout à fait qu'il est l'ami de Brandi Rhodes et de Cody. D'ailleurs ça se ressent parce que le mec ne se fait pas détruire, hein. Il arrive à opposer une certaine résistance à Lance Archer. Mais je trouve pas que ce mec-là apporte quelque chose en fait au produit, à part qu'il est l'ami de Cody en fait. Et pour moi c'est pas une justification pour avoir un traitement comme lui là d'ailleurs. Hein. Ça fait vraiment, enfin ça me fait chier clairement. Ça me fait voilà, clairement ça me fait chier que ce genre de mec peut avoir des opportunités alors qu'il y a vraiment mieux à faire avec d'autres catcheurs. Mais voilà, clairement voilà, c'est Lance Archer qui bat Quitty Marshall très rapidement. Et juste pendant le match d'ailleurs, Brandi Rhodes s'est frité avec Britt Baker qui était au premier rang. Et tout simplement après le match, Britt Baker attaque Brandi Rhodes, elle le met KO sur le ring, et Jackson Snake Roberts en profite pour mettre un serpent sur le corps de Brandi Rhodes, sur leur corps totalement évanoui de Brandi Rhodes. Image assez incroyable hein, qu'on a plus l'habitude de voir dans le monde du catch. Il me semble que la dernière fois qu'on a vu une image comme ça, c'était du côté de la WWE, avec peut-être même Heath Slater. Donc ça remonte peut-être à 2014, quelque chose comme ça, hein. Je sais même plus, mais ça remonte à plusieurs années maintenant. On a les affiches, les matchs qui vont avoir lieu pour Double or Nothing qui sont annoncés. Donc du coup, Jon Moxley va défendre son titre contre Brody Lee. Jungle Boy va affronter MJF. Ça c'est assez étonnant, mais ça va être très très cool. Je pense que ça va être un très très bon match. Bien sûr, Cody et Lance Archer vont s'affronter pour déterminer le premier champion de la TNT. Et enfin, le dernier match qui est annoncé, c'est un Casino Ladder Match pour devenir le challenger numéro 1 au titre AEW. Alors ça, c'est un mystère total. Je sais pas du tout ce qui va se passer. Est-ce qu'on va avoir plusieurs catchers? Est-ce que ça va être une sorte de Money in the Bank? Je pense clairement que ça va être sur ce genre de principe. Donc on va avoir plusieurs compétiteurs. Mais ça peut être très très cool. On annonce également pour la semaine prochaine le retour officiel de MJF. Peut-être que cette semaine on va vraiment la voir, ou peut-être pas. Brody Lee qui va rencontrer Christopher Daniels, enfin. Et les Best Friends, c'est pas du tout le dernier match, je sais pas pourquoi je dis et. Les Best Friends qui vont affronter les Jurassic Express, ça aussi c'est une affiche très très cool. Penelope Ford qui va faire son match contre Hikaru Shida qui fait son retour. Dr. Britt Baker qui affronte également la revenante Chris Statlander. Et pour finir, une interview de Lance Archer et de Jake Roberts. Voilà, programme assez chargé pour la semaine prochaine. Ils annoncent beaucoup de trucs. Hein. Là, on commence à vraiment trouver un petit peu un rythme hein, autour des shows à huis clos. Autant du côté d'AEW Dynamite que du côté de WWE NXT. On commence vraiment à s'habituer à ces shows à huis clos et à proposer un programme vraiment plus complet et beaucoup plus travaillé que ce qu'il y avait au début. Donc c'est très très cool. Et enfin... pour terminer ce show qui était assez sympathique, c'est le Street Fight match entre les Sex Gods, Chris Jericho et Sammy Guevara, accompagnés de Jake Hager, et du coup ils affrontent Matt Hardy et Kenny Omega. Alors ça c'est une équipe assez improbable de catcheurs que j'apprécie beaucoup. Et du coup bien sûr un Street Fight match, on se bat à l'extérieur. Pour le coup ils étaient tous habillés en Street Fight, donc du coup avec le t-shirt et le pantalon en jean. Voilà, c'est comme ça qu'on se bat en Street Fight, je le rappelle. Et du coup, voilà, on a eu un affrontement de pratiquement 20 minutes entre les 4 lutteurs. Bien sûr, vous imaginez bien, Jake Hager est intervenu. Matt Hardy est apparu avec 3 vêtements différents, du coup avec 3 gimmicks, on va dire, différentes, même si c'était pas non plus incroyablement marqué les gimmicks différentes, mais en tout cas, il est revenu 2 fois avec du coup 2 personnages différents, on va dire, pour un petit peu se faire écho à lui-même avec ses gimmicks de Broken, de Woken et de Matt Attitude.
J'ai trouvé ça très très cool. Kenny Omega qui a fait une bonne prestation, lui je pense qu'il a plus l'habitude du fait qu'il était à la DDT, donc forcément il s'y connaît un petit peu plus dans ce genre de match qui se passe à l'extérieur, où on doit s'adapter avec l'environnement aux alentours. Mais voilà, je vais pas vous parler forcément de ce match parce qu'il est assez difficile à décrire. C'était un match qui était très sympathique. Je pense que vous avez un petit peu près tous vu les images qui sont circulées sur les réseaux sociaux. D'ailleurs cette magnifique image où on voit Matt Hardy et Kenny Omega en voiturette de golf qui poursuivent Sammy Guevara. Ça c'est une image assez cool, je pense que ça va devenir un mème dans ces prochains mois, ça sera très cool. Et du coup voilà, c'est les Sex Gods qui réussissent à remporter la victoire, bien sûr avec une intervention de Ortiz et Santana qui viennent un petit peu sauver la situation. Et Chris Jericho qui porte un magnifique powerbomb sur Kenny Omega sur la voiturette de golf. Et Jericho qui porte ensuite son Judas Effect pour remporter ce match. Et tout simplement à la fin de ce match, on a Inner Circle affiché en grand dans le grand stade de football américain derrière eux. Et tous les membres de Inner Circle qui font un doigt d'honneur à la caméra. Voilà, j'ai trouvé ça super sympathique, ce main event. C'était original, on va dire. Ils sont bien adaptés avec ce qu'ils avaient pu proposer. Et voilà, c'est le genre de match que j'aime beaucoup parce que voilà, vu que j'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais Kenny Omega est l'un de mes catcheurs favoris, donc forcément je me suis intéressé également à sa carrière et à la DDT avec Kota Ibushi. Il y avait beaucoup de matchs, on va dire comme ça, où on était à l'extérieur, où on sautait depuis les choses qui étaient présentes à l'extérieur. Et voilà, c'était un match que j'ai vraiment beaucoup apprécié et également un show dans sa globalité que j'ai bien apprécié. Le fait d'ailleurs qu'on se retrouve dans une arène plus grande et du coup on se permet un peu plus de choses, j'ai trouvé ça vraiment sympathique. Le seul point noir que j'ai, comme à peu près d'habitude, c'est tout ce qu'il y a autour de Cody. Donc là cette fois-ci c'était Quitty Marshall qui pour moi, c'est pas possible. Et sinon dans sa globalité j'ai vraiment bien aimé tout ce qui nous a été présenté. Je fais un petit point, je m'arrête un petit peu sur une news concernant la AEW. Toujours on reste du côté de la AEW, c'est la magnifique amende que s'est reçue la AEW pour le match qui avait lieu entre Kenny Omega et Jon Moxley en novembre dernier à du coup AEW Revolution. Ils ont reçu une jolie amende de $10 000 de la part de la commission, il me semble que c'est ça, hein, c'est ceux qui supervisent les événements sportifs dans l'état où avait lieu AEW Revolution. Et du coup, ils ont reçu une amende de $10 000, tout simplement parce que c'est $5 000 pour chaque infraction. Et du coup, il y a eu 2 infractions parce que c'est les 2 catcheurs qui ont saigné et qui ont eu des lacérations volontaires sur soi-même ou son adversaire. Et du coup, forcément, vu que le match était assez extrême, du coup, les deux ont subi ces lacérations et ce sang humain. Parce que là c'est précisé sang humain ou animal, donc voilà. Et du coup les deux ont reçu une amende de $5 000. Forcément c'est pas grand chose à leur hauteur, j'imagine que c'est très vite réglé, mais je trouvais ça assez marrant, ce genre de nouvelles, et qui renforce encore une fois le fait que ce match se voulait réellement extrême. Et je trouve ça, voilà, c'est une petite anecdote qui n'est pas bonne ou mauvaise, mais qui est clairement... qui rajoute encore plus de profondeur dans ce que les deux voulaient nous raconter durant ce match, je trouve. On passe au show suivant, qui était le dernier show de cette Sainte Trinité, avant de passer au dernier sujet un peu plus tard. C'est WWE NXT, également du 6 mai, on est toujours dans la guerre du mercredi soir, show toujours au Performance Center à huis clos, et un show que j'ai globalement aimé dans sa globalité. Je l'ai déjà dit, global dans globalité, c'est tout à fait logique ce que je dis bien sûr. On a en opener Johnny Gargano qui affronte Dominik Dijakovic. C'est le match qu'on nous a teasé la semaine dernière et qui nous est même teasé sur les réseaux sociaux. Et du coup, Johnny Gargano a réussi à remporter la victoire, bien sûr, avec l'aide de sa femme Candice LeRae, qui les a un petit peu embêtés durant toute cette confrontation. Johnny Gargano qui remporte cette victoire avec un magnifique slingshot DDT. Voilà, il finit pas avec une soumission. Je pense que c'est clairement pour garder Dominik Dijakovic fort. Comme on dit, hein, tout le monde reste fort. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé Johnny Gargano qui est arrivé avec une nouvelle musique d'entrée, accompagné de Candice LeRae. Je commence à bien apprécier cette nouvelle dynamique. En fait, ce que j'avais pas apprécié, c'était le segment où on les voyait
être méchants, clairement, ils étaient devenus heal. Voilà, ce fameux segment du repas, hein, où les deux étaient en train de prendre un repas tous les deux. J'avais pas du tout apprécié, et en fait, depuis la semaine dernière, je commence à m'habituer. Certes, je trouve que c'est dommage que Johnny Gargano reste du côté de NXT. Apparemment, c'est vraiment une volonté de sa part de rester du côté de NXT. Et quand on voit ce qui est arrivé aux autres qui sont allés à Raw ou à SmackDown, on peut tout à fait le comprendre. Mais voilà, Johnny Gargano, ça tourne en rond. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Y a pas, pour moi, il n'y a pas de face assez face, assez gentil pour qu'on soit derrière lui contre un Johnny Gargano heel. Voilà, cette dynamique avec Candice LeRae commence à se mettre en place, et personnellement je commence à vraiment l'apprécier, mais j'arrive pas à comprendre où est-ce qu'ils veulent aller, et je trouve ça dommage. Voilà, je trouve ça dommage, je sais pas quoi dire de plus. On a Imperium qui challenge Matt Riddle et Timothy Thatcher la semaine prochaine pour les titres par équipe de NXT. Plus tard dans la soirée d'ailleurs, Matt Riddle et Timothy Thatcher vont accepter ce défi, donc du coup la semaine prochaine, pas du tout, la semaine prochaine, on aura Matt Riddle et Timothy Thatcher contre Imperium, donc du coup Marcel Bartel et Fabienne Eichner. On a toujours ce tournoi du titre NXT par intérim. Voilà, Akira Tozawa qui bat Jack Gallagher dans un match assez rapide. J'ai vraiment bien apprécié ce match. Jack Gallagher, par contre, il n'y a plus rien du tout qui se dégage de lui. Voilà, il s'est fait un tatouage immonde sur le torse, et il s'est fait laisser pousser un petit peu la barbe. Et en même temps qu'il s'est laissé pousser la barbe, et il y a son charisme qui est parti à la poubelle directement. Il est parti avec les fans. Donc voilà. Voilà, victoire de Akira Tozawa. Assez logique avec son Senton du haut de la 3ème corde. Voilà, Akira Tozawa qui remporte des victoires dans ce tournoi. Il commence à le mettre en avant. C'est très très cool pour lui, hein, Akira Tozawa, enfin. enfin pour lui. On a eu également un match féminin, Chelsea Green qui a battu Xiali, la chinoise qui s'est inclinée face à Chelsea Green dans un match qui était pas très très long, qui renforce encore une fois Chelsea Green en tant que compétitrice, pas importante mais en tant que compétitrice du côté de NXT. C'est encore une victoire avec une intervention, cette fois-ci c'est Aliyah. Voilà, vous savez, je pense tout le mal que je pense d'Aliyah. Et du coup, elle est intervenue dans ce match pour distraire Xiali. Chelsea Green en a profité pour porter sa finish, son I'm Prettier, qui à la base c'est Unprettier, mais elle l'a changé pour faire un jeu de mots avec I'm Prettier parce qu'elle est jolie, vous avez compris la blague, MDR. Du coup voilà, et d'ailleurs sa finish qu'elle porte encore mal. Voilà, je sais pas si c'est elle ou si c'est l'adversaire, mais il me semble que ça fait la 2e fois ou la 3e fois qu'elle le porte, et à chaque fois c'est mal porté. Donc peut-être qu'il faudra qu'elle change de finish pour faire quelque chose. Et du coup voilà. Chelsea Green bien sûr qui a été accompagnée par le manager Robert Stone, la Robert Stone brand. Et à la fin, une fois que Ali a été au sol, après s'être fait attaquer par Xiali, parce que bien sûr Xiali c'est quand même défendu un petit peu, hein, et il y a Robert Stone qui tend la main à Aliyah pour la remettre debout, et du coup Aliyah récupère sa main, elle se lève du coup avec Robert Stone, et elle part. Donc du coup, est-ce qu'on a une nouvelle catcheuse dans la Robert Stone brand? On va voir ça durant les prochaines semaines, mais pourquoi pas. Je t'avoue que je déteste Aliyah, mais pourquoi pas. On a eu les débuts tant attendus de Karrion Kross, accompagné de sa femme Scarlett, qui a perdu également son nom de famille. Elle n'est plus Bordeaux, elle est juste Scarlett. Cette magnifique entrée que je vous invite vraiment à aller voir sur YouTube, elle est disponible sur YouTube, ou même sur les réseaux sociaux de WWE. Voilà, c'est une entrée incroyablement travaillée, hein. Ça fait des années que je pense qu'on n'a pas vu une entrée aussi travaillée. Il y a vraiment un gros travail derrière de la production, même de la mise en place de la chose. Et du coup forcément c'est une victoire rapide de Karrion Kross contre Leon Rush. Leon Rush, le jobber, voilà, le jobber actuel, hein, de WWE qui se fait détruire par tout le monde. Ouais, il se fait détruire par Sheamus, il se fait détruire par Karrion Kross et d'autres sans doute que j'ai oublié. Et voilà, c'est une victoire très rapide. On a eu deux back suplex très bien portés de Karrion Kross, hein. C'est un petit peu son move signature qu'il porte depuis très longtemps maintenant. Et après ça, il porte une soumission qui s'appelle du coup le Cross Jacket Submission. Voilà, donc c'est un étranglement au sol. Voilà, c'est une sorte de prise du sommeil, mais avec un seul bras. Voilà.
J'ai bien aimé, voilà, j'aime bien cette finish, je trouve que ça renforce encore plus son côté un petit peu psychopathe dangereux. Et voilà, c'est le travail qui est très très bien fait. Petite anecdote assez marrante, Leon Rush, qui du coup est le jobber qui s'est fait totalement détruire, hein, et en fait, un petit peu dans les petits papiers ces derniers temps de WWE, j'imagine parce qu'il est disponible pour se faire détruire contre tout le monde. Mais la petite anecdote marrante, c'est que sa copine c'est l'arbitre, c'est la nouvelle arbitre qui a signé du côté d'NXT depuis un petit moment, l'arbitre noir. Du coup voilà, les deux sont en couple et du coup je trouve ça marrant que, la petite copine arbitre le match de son copain qui se fait détruire. Voilà, je trouve ça très très marrant. Voilà, on a eu les deux main events bien sûr, hein, le premier des deux main events importants qui étaient des matchs de championnat. Le premier c'est Io Shirai qui affrontait Charlotte Flair pour le titre NXT, match tant attendu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément apprécié ce match. Moi je vais aller un petit peu à contre-courant sur ce coup, je vais faire mon win green. Je vais vous dire que j'ai bien apprécié ce match. Voilà, j'ai vraiment bien apprécié ce match. En soi, le match en lui-même, hein, je pense que tout le monde l'a apprécié. C'est surtout la fin qui, je pense, a déçu des gens. Tout simplement, on a eu Io Shirai qui reprenait l'avantage dans cette confrontation avec Charlotte Flair. Je vais pas vous dire ce qui s'est passé en première partie de match parce que c'était très très cool, hein, c'est de très très bonnes catcheuses. Donc du coup, voilà. Et tout simplement, Io Shirai qui commençait à reprendre l'avantage. Et bien sûr, Charlotte Flair, elle a sorti un bâton de kendo et elle l'a frappé avec pour du coup causer la disqualification. Donc officiellement, Io Shirai gagne contre Charlotte Flair. Mais sur le papier, Charlotte Flair continue à être championne NXT parce qu'elle n'a pas perdu avec un tombé. Voilà, elle a perdu par disqualification, donc on change pas de titre par une disqualification, je le rappelle. Et tout simplement, après cette attaque de kendo, Charlotte Flair continue à frapper Io Shirai avec. Et on a le retour de Rhea Ripley qui vient sauver, on va dire, Charlotte Flair, qui vient sauver Io Shirai de Charlotte Flair. Et du coup, Charlotte Flair qui prend la fuite tout simplement. Et juste après ça, d'ailleurs, on a Rhea Ripley qui est dans les vestiaires, qui dit que voilà, elle va prendre sa revanche contre Charlotte Flair. Et Io Shirai qui vient la confronter pour lui dire qu'elle n'a pas besoin de son aide. Et les deux commencent à se bagarrer à l'extérieur jusqu'à que les arbitres viennent les séparer. Alors pour revenir sur cette fin de match que j'ai plutôt appréciée, alors certes c'est décevant de voir une confrontation de cette ampleur se finir comme ça. Mais personnellement je l'ai bien apprécié tout simplement parce que je trouve que ça renforce encore plus le personnage de Charlotte Flair en tant que heel. Voilà, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et pour moi ça fait écho de manière très intelligente à ce qui s'est passé à Survivor Series 2018 maintenant, où du coup Charlotte Flair avait remplacé au pied levé Becky Lynch dans cette confrontation avec Ronda Rousey. Ça s'est terminé avec Charlotte Flair qui avait pris un bâton de kendo, qui avait attaqué Ronda Rousey parce qu'elle voyait qu'elle n'arrivait pas à prendre l'avantage et à gagner contre Ronda Rousey. Et du coup là, on refait cette façon où du coup Io Shirai reprenait l'avantage et Charlotte Flair a décidé d'utiliser la disqualification pour conserver son titre et rester forte, on pourrait dire. Et je trouve ça super intelligent. Voilà, je trouve ça très très intelligent. Parce qu'on on fait écho à ce qui s'est passé il y a 1 an et demi maintenant. Donc voilà, booking à long terme, bravo à WWE. Et surtout, on se dit, putain merde, c'est dommage qu'Io Shirai ait pas réussi à remporter la victoire. Donc on est encore plus derrière Io Shirai. On déteste encore plus Charlotte Flair. Et du coup, le fait que d'ailleurs Rhea Ripley s'immisce dans cette histoire, déjà c'est intelligent parce qu'on revient sur du Rhea Ripley et Charlotte Flair. Et surtout on a Io Shirai au milieu, et ça me donne vraiment très très envie de voir la suite du programme. J'espère qu'on va avoir un programme entre les trois pour le titre NXT, ça ce serait vraiment incroyable. Et voilà, pour de vrai c'est vraiment, voilà, c'est un mal pour un bien. Et je trouve que ça va faire vraiment beaucoup de bien, et j'ai vraiment très très hâte. Je pense que d'ailleurs c'est même le programme du côté de NXT qui me donne le plus envie de voir la suite pour l'instant. Voilà, on a eu du coup toujours le tournoi autour du titre par intérim poids léger. C'est Kushida qui affrontait Jake Atlas. Et Kushida qui remporte une victoire après avoir contré Jake Atlas en plein air et porté directement un armbar. Voilà, bonne victoire de Kushida qui enfin remporte des victoires de façon intelligente.
Peut-être qu'on va avoir enfin un Kushida bien utilisé du côté de WWE. Après un an d'arrivée, il me semble que ça fait un an maintenant qu'il est là. Peut-être qu'on va enfin avoir quelque chose de cool autour de lui. On a eu Finn Balor qui est venu sur la rampe d'entrée tout simplement pour confronter et dire que voilà, la personne qui l'a attaqué il y a plusieurs semaines maintenant, ça peut être n'importe qui, il va le détruire, et que s'il l'attaquait pour se faire mettre en avant, et malheureusement pour lui, il va se faire défoncer. Voilà. C'était assez cool comme promo. Finn Balor qui fait une bonne promo de méchant. Pour le coup, on a vraiment peur de lui. Hein. Il paraît vraiment dangereux pour le coup. Et du coup, surtout ce que je me suis dit, c'est qu'on a, entre guillemets, on annonce un petit peu la fin, ou en tout cas la suspension du programme autour de Walter et de Finn Balor. À moins que la personne qui attaque Finn Balor soit Walter. Et ça, ce serait super super cool. On a eu Cameron Grimes qui a affronté Denzel de Journette. Et ça, c'est toujours cool d'avoir Denzel de Journette dans un programme WWE. Ça, c'est vraiment pour moi le catcheur dont on a besoin. D'ailleurs, c'était assez sympathique parce qu'il a quand même offert une certaine résistance à Cameron Grimes. Malheureusement pour lui, Cameron Grimes... Oula, c'est dur. Hein. Cameron Grimes, je l'appelais Cameron. Cameron a repris l'avantage directement avec son cave-in, donc sa finish directement sur Denzel de Journette pour remporter la victoire. Et après ce match, on a Cameron Grimes qui prend le micro pour un petit peu faire sa promo, et Finn Balor qui vient l'arrêter pour un petit peu le confronter. Donc j'imagine que on commençait un petit peu une sorte de programme autour de Cameron Grimes et Finn Balor, et d'ailleurs on aura un match entre les deux la semaine prochaine. Voilà, et le main event de cette soirée, le fin de show, le titre NXT qui est en jeu. Adam Cole qui revient pour affronter Velveteen Dream pour le titre NXT. Donc du coup voilà, on a un match qui était plutôt sympathique. Bien sûr, comme on pouvait s'y attendre, la bande à Cole, la bande à Adam est venue pour un petit peu foutre le bordel. Et là, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Dexter Lumis qui est sorti d'en dessous le ring en rampant comme ça, pour un petit peu les confronter, leur faire peur, ce qui a bien fonctionné, parce que quand quelqu'un sort d'en dessous le ring en rampant, ça fait toujours peur. Comme les zombies, effectivement, c'est ça, c'est Dexter zombie. Et du coup, Dexter Lumis qui s'est, pour une raison quelconque, s'est lié d'amitié avec Velveteen Dream il y a désormais 2 semaines. Une association que j'adore beaucoup, hein. Je l'ai déjà dit dans le podcast que j'ai fait il y a 2 semaines. Mais j'apprécie vraiment cette sorte d'équipe, cette association entre les deux catcheurs, qui sont extrêmement différents, mais qui, je trouve, s'adaptent très bien l'un à l'autre, en tout cas en termes de personnages. Et du coup, voilà, Dexter Lumis qui sert un petit peu de garde du corps, de protection, de bras droit de Velveteen Dream. Malheureusement pour lui, après avoir projeté, il me semble que c'est Roderick Strong qui l'a projeté directement sur le ring, alors qu'il y avait l'arbitre juste derrière. Et ben l'arbitre s'est pris tout simplement un Roderick Strong dans la gueule. Et du coup, il est tombé au sol, alors que Velveteen Dream était en train de porter son Purple Rainmaker, donc son Diving Elbow, depuis la 3ème corde. Malheureusement, l'arbitre est en KO, il n'a pas pu compter jusqu'à 3. Et tout simplement, juste après ça, Adam Cole a réussi à rapporter la victoire avec son super kick. Et il a enchaîné avec le last shot directement pour faire le compte de 3 et conserver sa ceinture. Voilà, une bonne fin de show. Malheureusement, je vous avoue que j'ai eu plus de mal avec ce main event. Parce qu'on a quand même deux matchs de championnat qui se terminent un petit peu d'une façon étrange, avec des interventions, des choses comme ça. Comme je l'ai dit, hein, pour le titre NXT féminin, je trouve ça très intelligent parce que ça raconte un programme qui va continuer après entre les 3 femmes. Mais du côté du championnat NXT masculin, ça m'a fait plus de mal parce que je trouve ça pas très bien amené. Dexter Lumis qui aide, mais qui malheureusement coûte la victoire à Velveteen Dream. Hein, voilà, je trouve pas ça prévisible, mais je trouve ça pas utile. Voilà, je trouve ça pas utile. Je trouve pas qu'il y ait forcément besoin de ce genre de choses là pour laisser Velveteen Dream en tant que comme fort. Voilà, je comprends pas. J'espère surtout qu'on va pas avoir un programme autour de Dexter Lumis et de Velveteen Dream.
en mode voilà, Velveteen Dream est dégoûté parce que c'est à cause de Dexter Lumis qu'il a pas pu remporter la victoire. Je trouve ça vraiment bête pour le coup. Mais voilà, je vous avoue que je comprends pas ce qu'ils veulent nous raconter ensuite avec ce programme-là. Et voilà, je suis un petit peu déçu autour de ce programme. Voilà, je sais pas quoi dire de plus sur ce show. Je vais m'arrêter pour faire une petite news très rapide sur WWE, tant qu'on est chez WWE, avant de finir le podcast avec le dernier sujet. Alors cette news, je pense que tout le monde en a entendu parler, hein, ça fait un petit peu débat ces derniers temps. Je pense que ça va encore faire débat quand je sortirai cette vidéo. C'est la WWE qui commence à effacer Roman Reigns des vidéos. Voilà, la polémique a commencé il y a plusieurs semaines déjà, où Roman Reigns avait été enlevé des petits papiers de WWE. On avait su qu'il voilà, il devait plus être mentionné à la télé. Et désormais, il a même été enlevé carrément des montages de WWE. Donc bien sûr, hein, on est dans la période de Money in the Bank, donc on a des promos pour Money in the Bank. On revoit les meilleurs cash-in, les meilleures fois où la mallette a été utilisée. Donc bien sûr, on revoit cette fameuse fois où Seth Rollins a utilisé la mallette pour remporter le titre WWE à WrestleMania 31. Et bien sûr, il s'était immiscé dans ce match entre Brock Lesnar et Roman Reigns. Et la WWE a décidé de totalement enlever Roman Reigns de ce montage, donc du coup il n'apparaît à aucun moment. Donc Seth Rollins remporte ce match en faisant le tomber sur personne. Voilà, il devient champion WWE pour la première fois contre personne. Et ça, c'est bravo à lui. Mais surtout, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas du tout. Est-ce que c'est WWE et Roman Reigns qui commencent à être en froid? Peut-être parce que Roman Reigns a décidé de s'écarter volontairement des programmes de WWE. Bien sûr, hein, c'est totalement volontaire de sa part, c'est parce qu'il sort de 2 leucémies, je le rappelle. Donc forcément, dans cette période de coronavirus, il est sans doute, et sûrement, et même c'est sûr, beaucoup plus sensible à tout ça, hein, au coronavirus, que les autres catcheurs et catcheuses présents dans le roster. Et du coup, il est parti rejoindre sa famille, sa femme qui vient d'accoucher assez récemment. C'est tout à son honneur et c'est un choix qui est tout à fait logique en fait. Hein. Donc je ne sais pas si WWE a mal pris le fait qu'ils soient pas revenus maintenant qu'ils ont mis en place réellement de la sécurité autour de ça. Est-ce que WWE en veut réellement à Roman Reigns ou est-ce que c'est réellement orchestré pour qu'on croie qu'il y a une embrouille entre les deux? Que du coup, quand Roman Reigns va revenir, on est Roman Reigns qui soit applaudi, parce que peut-être qu'il va revenir quand il y aura des gens. Voilà, est-ce que c'est encore une embrouille de WWE pour nous faire apprécier Roman Reigns, ou est-ce que c'est parce qu'il y a une vraie histoire derrière? Pour l'instant, on n'en sait pas. Peut-être qu'on le saura, peut-être pas hein, jusqu'à son retour. Personnellement, je pense que c'est vraiment voulu de la part de WWE de faire semblant qu'il y a une histoire pour qu'on apprécie plus Roman Reigns. Malheureusement, pour moi, ça ne marchera pas comme ça en fait. Jusqu'à que Roman Reigns devienne méchant, ça ne marchera pas. Hein, pour moi, il y a vraiment quelque chose, ou en tout cas, ait plus d'attitude que un mec gentil. Donc du coup, voilà, pour moi en tout cas, voilà, je vous dis ce que j'en pense autour de cette histoire. Mais voilà, je trouve ça étonnant qu'il l'ait enlevé à ce point-là parce qu'il a un traitement à la Chris Benoit. Alors que clairement, voilà, Chris Benoit et Roman Reigns, c'est quand même deux personnes très différentes. Hein. Déjà parce que Roman Reigns a beaucoup de cheveux, mais surtout parce que Roman Reigns n'a pas tué sa femme et son fils. Et ça, je pense que c'est une information à prendre en compte dans cette histoire. Et si c'est réellement voulu par WWE de faire semblant qu'il y ait une histoire entre les deux, je trouve ça très très mal amené. Voilà, on termine ce podcast avec une petite news. C'est pas une news, mais voilà, c'est une information personnelle. Je vais pas trop m'attarder sur ça, je pense. Pour ceux qui ne voulaient écouter que du catch, je vous invite à quitter cette vidéo maintenant. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, comme on dit. Un pouce en l'air et à partager la vidéo, à commenter un maximum, dire ce que vous en avez pensé vous de ce podcast qui était un petit peu, je vous avoue, fait à l'arrache, hein, donc il y aura sans doute des moments où je vais bugger ou des moments où vous allez entendre des choses derrière, des choses comme ça, c'est pas grave, on est totalement naturel sur la chaîne de la Taloche et c'est ça qui, je pense, vous plaît. On est entier, soit tu me prends entièrement, soit tu me prends pas. Et du coup, pour terminer ce podcast, je vais vous parler de la chaîne.
tout simplement. Voilà, ça fait plusieurs semaines que je me trouve pas forcément impliqué plus que ça dans la chaîne. Je fais des critiques. Là, il y a Megan qui me regarde, elle est en train de me juger. Mais voilà, je fais des podcasts, je vais pas dire par habitude, mais parce que j'aime bien parler de catch. Il est vrai que mon passage du côté du Fatal 4-Way il y a plusieurs semaines maintenant m'a fait me rendre compte que j'aime surtout parler de catch avec des gens qui sont passionnés de catch. Donc c'est vrai que tout seul en fait on perd vite la motivation et on perd vite le but de pourquoi on fait ça. Donc actuellement je suis pas en train de stagner parce que j'apprécie quand même ce que je fais, j'essaie de rester naturel un maximum le plus possible, j'essaie de partager de plus en plus avec mes confrères de YouTube, même si je suis pas quelqu'un à la base qui aime discuter avec les gens, mais voilà, je me force pas, mais j'essaye de plus discuter avec les gens, j'essaye surtout de me trouver une identité sur cette chaîne. Voilà, vous savez sans doute, et vous avez sans doute vu peut-être sur les réseaux sociaux des choses comme ça, que je change assez régulièrement tout ce qui est logo et visuel de la chaîne. D'ailleurs tous les visuels de la chaîne changent à chaque vidéo. Peut-être que ça vous peut-être que ça vous rend dingue, mais c'est tout simplement parce que j'arrive pas à me trouver une identité visuelle à moi, et surtout parce que je suis jamais satisfait de ce que je fais. Mais après ça c'est mon côté sans doute perfectionniste. Et voilà, du coup j'ai depuis plusieurs jours maintenant dans l'idée, peut-être après ça il faudra, du coup je partage cette info, cette fin de vidéo avec vous pour avoir un maximum de retours par rapport à ça. J'espère que j'en aurai un maximum, mais j'hésite beaucoup à changer le nom de la chaîne. Donc voilà, j'en ai vite fait parler sur Twitter, mais du coup j'ai déjà un nom. Je sais pas du tout si je dois le partager à ce moment là, parce que j'ai pas envie de me le faire piquer. Voilà, je sais qu'il y a des rapaces sur YouTube. Alors si je le dis maintenant, il y a quelqu'un qui va le faire dans 2 semaines. Et voilà. Mais voilà, j'hésite à changer le nom de la chaîne YouTube et à créer une sorte de nouvel aspect, même en termes visuels ou en termes de vidéos, faire des podcasts un petit peu plus pas calés, mais voilà, un petit peu plus sérieux, on va dire. Voilà, avec une identité un petit peu plus sérieuse, quelque chose de beaucoup plus sérieux. Donc voilà, je suis un petit peu actuellement dans le doute, je sais pas trop quoi faire. J'ai bien sûr l'avis de Megan qui est un avis très très important que je prends en compte. J'aimerais que vous partagiez le vôtre en tout cas, pour dire ce que vous en pensez par rapport à déjà l'aspect de la chaîne en termes de visuel. Si vous appréciez les podcasts en mode voilà, on est détente, on est à la bien cousin, comme on dit plus depuis très longtemps. Mais voilà, si vous appréciez plus ces podcasts, voilà, comme si on était entre nous, la famille, ou alors si vous voulez vraiment quelque chose de beaucoup plus calé, en mode vraiment sérieux, en mode podcast report, comme peuvent le faire des chaînes américaines, des podcasts américains, des choses comme ça. Ou alors même si vous appréciez vous le nom de la chaîne, un petit peu le voilà, hashtag la chaîne qui claque, ou si vous voulez un petit peu de renouveau autour de la chaîne. Voilà, je vous avoue que le nom que j'ai trouvé, parce que c'est un nom que vous connaissez toutes et tous, hein, si jamais je le dis, vous allez vous dire mais ah oui, mais tout le monde le sait. Vous avez sans doute d'ailleurs récité cette fameuse phrase durant vos années catch, à l'époque où vous regardiez la télé avec Christophe Ajus et Philippe Chéreau. Là ça a beaucoup d'indices quand même, je pense. Donc peut-être que ça vous intéresse, un nouvel aspect visuel, un renouveau peut-être sur cette chaîne. Ou alors, si vous êtes satisfait de ce qui se passe actuellement, si vous voulez juste un petit peu plus de stabilité peut-être sur cette chaîne, n'hésitez pas à me le dire non plus. Voilà, je m'arrête sur ce podcast avec cette news là, donc vraiment j'attends vraiment vos retours sur cette dernière partie. J'attends également vos retours sur les shows sur lesquels j'ai parlé, me dire ce que vous avez aimé ou n'avez pas aimé, des choses comme ça. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire sur Twitter @lataloche ou @théophilepw.
N'hésitez pas à me partager votre avis, à mettre un like, un commentaire et à partager la vidéo pour faire connaître la chaîne. C'est toujours ça qui fait vivre et qui fait grandir. À la prochaine. Bisous.